Dans cet épisode, je vais t'expliquer en détail l'intérêt d'ouvrir une assurance vie pour mineurs pour tes enfants et je vais également ouvrir en live une assurance vie mineure pour mon deuxième enfant qui est né il y a pas longtemps. Parce que tu dois le savoir, si tu as des enfants ou que tu prévois d'en avoir, tu sais qu'il va falloir certainement préparer un budget pour leur payer des études, peut-être un appart, peut-être une voiture, peut-être un projet immobilier, enfin du moins lui donner un coup de pouce. Et on a tous envie en tant que parents de pouvoir aider nos enfants quand ils seront à l'âge adulte pour démarrer dans la vie, d'autant plus si toi aussi tu as eu un petit coup de pouce de tes parents, tu sais ce que c'est, et même si tu n'as pas eu de coup de pouce de tes parents, tu as peut-être justement envie de donner cette chance à ton enfant. Et le gros intérêt qu'il y a quand on investit pour ses enfants, c'est que on a un horizon de temps qui est long. C'est-à-dire qu'on peut faire marcher les intérêts composés du mieux possible parce que s'il vient de naître ou qu'il a que 1, 2, 3 ans, il a 15 à 20 ans devant lui d'horizon de temps pour investir. Donc, on peut se permettre de prendre du risque. Alors bien sûr, ton profil de risque va aussi dépendre de ton aversion au risque, mais tu le sais si tu me suis sur cette chaîne, j'en parle souvent, que ce soit les investissements en bourse, en immobilier, sont vraiment les plus cohérents quand on a un horizon de temps long terme. Parce qu'on peut se permettre du coup de réduire la volatilité, on peut profiter des performances à long terme de ces actifs-là, et du coup le fait d'investir dès le plus jeune âge pour ses enfants nous permet justement de pouvoir prendre du risque, mais aussi de le sécuriser à l'approche de sa majorité, et je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos et écouter mes épisodes sans vous abonner. Ça prend pas longtemps, je t'invite à le faire. Si c'est sur le podcast, tu peux aussi t'abonner également et mettre les notifications pour recevoir les prochains épisodes. Avant de te détailler les avantages déjà de l'assurance vie mineure et te montrer en live comment je fais pour l'ouvrir pour mon deuxième enfant, je vais déjà récapituler les solutions principales qui existent pour investir pour ses enfants, même si j'ai déjà fait des épisodes dessus. D'ailleurs, je t'invite à les consulter, je te les mettrai du coup dans le lien en description. Voilà, les 4 principales qui existent sont l'assurance vie au nom des parents, avec pour objectif du coup de retirer, payer la fiscalité et ensuite faire une donation. Il y a l'assurance vie donc au nom de l'enfant, ce qu'on appelle l'assurance vie mineure, qui est le sujet de cet épisode. Il y a un autre moyen dont je parle beaucoup et que j'ai déjà fait pour mes enfants, qui est le compte titre au nom des parents, qui permet ensuite de faire une donation avec une purge complète de la plus-value, dont la CSG. Et c'est une des solutions que j'utilise, et j'en parlerai après, mais que je combine aussi avec l'assurance vie mineure, mais qui a quelques inconvénients aussi. C'est la raison pour laquelle je la combine avec l'assurance vie mineure. Et il y a un autre moyen dont j'ai pas encore beaucoup parlé, mais j'en ferai vraiment un épisode à part, c'est le contrat de capitalisation au nom des parents. Mais voilà, je fais une grosse parenthèse parce que je ferai un épisode dédié sur le sujet, parce que c'est un peu plus complexe et ça prendra un peu plus de temps, donc j'en ferai un épisode dédié. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'assurance vie mineure. Je vais vous expliquer les avantages, inconvénients, et je ferai un petit focus sur la partie possible requalification donation pour l'assurance vie mineure, parce que c'est un sujet qui est trop peu abordé et je vais le détailler dans cet épisode. Donc je vais commencer par te détailler déjà les avantages et inconvénients de l'assurance vie pour mineurs. Les avantages, c'est que tu auras la fiscalité de l'assurance vie. Ça, je pense que tu connais maintenant. Tu as les 2 gros avantages fiscaux que sont que ce soit une enveloppe capitalisante, c'est-à-dire que tout argent qui reste au sein de l'enveloppe n'est pas fiscalisé. Donc, c'est-à-dire tu peux vendre des ETF, encaisser les plus-values et réinvestir la totalité, donc sans avoir de frottement fiscal. Tu as tout de même un petit frottement. J'en ai fait un épisode dédié qui était l'arnaque du fonds euro, où j'expliquais un des trucs qu'on parle peu, qui est que la CSG est appliquée tous les ans sur le fonds euro. Donc, hormis le fonds euro, tu n'as vraiment aucun frottement fiscal sur les unités de compte de l'assurance vie. Et aussi, du coup, au bout de 8 ans, tu as des avantages fiscaux. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, tu peux retirer tous les ans sans impôt sur les gains avec des limites d'abattement, donc jusqu'à 4 600 € pour une personne seule, 9 200 pour un couple. Si c'est 4 600 € de plus-value, tu peux tout retirer sans payer d'impôt sur les gains et les dividendes. Tu payeras malgré tout la CSG sur ces gains-là. Un autre gros avantage de l'assurance vie, c'est le fait que ce soit une enveloppe multi-support, c'est-à-dire que tu peux investir à la fois sur une partie sécurisée comme le fonds euro ou les fonds monétaires, mais tu peux aussi diversifier avec d'autres actifs, comme par exemple des ETF en bourse. Tu peux avoir des SCPI, faire attention à l'assurance vie choisie, mais il faut prendre des SCPI qui reversent 100% des loyers, mais tu peux avoir des SCPI, tu peux avoir des SCI, tu peux avoir des FCPR, donc des fonds de private equity au sein de l'assurance vie, donc tout ça en profitant de la fiscalité de l'assurance vie. Tu peux aussi avoir des fonds datés pour être exposé à l'obligataire. Bref, tu as vraiment un choix énorme de classes d'actifs.
au sein de la même enveloppe. Donc, en faisant des arbitrages, tu peux vraiment voilà, diversifier, sécuriser ou prendre plus ou moins de risques tout en n'ayant aucun affrontement fiscal. Donc voilà, c'est un des gros avantages de l'assurance vie. Et c'est d'autant plus un avantage que le sujet qu'il y a quand on a un enfant, c'est que au début, dès qu'il est né en tout cas, on va dire qu'on peut se permettre de prendre du risque parce qu'on a un horizon de temps de 20 ans, disons. Mais du coup, à l'approche de la majorité, on peut se poser la question de sécuriser le capital. Alors bien sûr, ça va dépendre des risques que tu souhaites prendre, mais moi, à titre perso en tout cas, je sais que c'est de l'argent que je considère qui ne m'appartient pas, qui va être pour mes enfants. Donc, arrivé à la majorité, je sais qu'ils auront besoin de cet argent, donc je ne mettrai pas 100% en action, parce qu'il suffit qu'on se tape un crash quand elle a 17 ans et demi, pour que je me retrouve finalement à avoir perdu la moitié de la valeur. Donc, je sais qu'à titre perso, je sécuriserai. Et c'est un vrai sujet parce que sur ma stratégie de compte titre sur lequel je fais un DCA en ETF, je sais que voilà, c'est pas simple de sécuriser parce que si je vends les ETF, je paye la flat tax. Donc du coup, je perds tout l'intérêt de la donation. Et donc je trouve que l'assurance vie, c'est une bonne solution parce que ça permet justement de sécuriser le capital sans avoir aucun frottement fiscal. Donc on va dire, si je pars à 100% d'actions quand mon enfant est né, disons qu'à partir de 10-12 ans, je commence progressivement à sécuriser sur du fonds euro, du fonds monétaire, de l'obligataire, pour me permettre d'avoir un portefeuille de moins en moins risqué jusqu'à sa majorité. C'est un petit peu le même concept finalement que quand on s'approche de la retraite et qu'on va généralement augmenter sa part obligataire par rapport à sa part en action. Un autre avantage de l'assurance vie mineure, c'est que du coup, si tu l'ouvres dès sa naissance, à ses 18 ans, il aura déjà l'antériorité fiscale, il aura déjà les 8 ans qui sont passés, donc il pourra l'utiliser comme il veut ou alors la compléter s'il veut, mais du coup, il aura déjà l'antériorité fiscale, ce qui sera un gain de temps important pour lui. Et l'autre chose aussi, c'est que, alors, j'anticipe un peu l'inconvénient, parce que du coup, un inconvénient, c'est que du coup, ça a son nom, et donc du coup, qui peut en profiter comme il le veut, et du coup, il peut aussi en faire n'importe quoi, mais il existe des façons de se protéger de ça, qui s'appellent le pacte adjoint, et c'est surtout fait pour les sommes importantes versées. Si par exemple il y a un héritage ou une donation qui est faite d'un parent et que tu veux le verser sur l'assurance vie mineure, c'est possible de le faire avec un pacte adjoint où tu vas préciser que cette somme versée, donc généralement un capital important, il peut être utilisé uniquement sous certaines conditions et pour des projets précis. Par exemple un projet immobilier, par exemple un projet de création d'entreprise, peu importe, mais tu peux dire exactement les cas pour lesquels cet argent peut être utilisé pour qu'il évite de partir avec une Audi RS6 à ses 18 ans pour faire le beau devant les copains par exemple. Ensuite, sur les inconvénients de l'assurance vie mineure, comme je viens de le dire, c'est le fait que ce soit à son nom. Donc si c'est à son nom, ça veut dire qu'il peut en disposer comme il veut et c'est pas toi en tant que parent qui va pouvoir lui dire quand il peut débloquer son argent. Donc s'il en a connaissance, il peut en faire ce qu'il veut et en fonction de la maturité de ton enfant à 18 ans, il peut l'utiliser à bon escient ou pas. Donc c'est un des risques. Donc encore une fois, s'il y a des grosses sommes, tu peux utiliser la technique du pacte adjoint, mais si tu fais des versements programmés réguliers, donc c'est un risque à prendre en compte, mais une solution qui existe, qui est peut-être un peu sournoise, mais c'est aussi de ne rien lui dire. Ça peut être une solution de ne pas forcément lui faire prendre connaissance qu'il a cette assurance vie-là, comme ça, si tu vois qu'il peut faire n'importe quoi avec son argent, il n'est pas forcément au courant et ça pourrait permettre d'éviter de faire des bêtises en attendant qu'il prenne éventuellement plus conscience de la valeur de cet argent. Et le dernier inconvénient, qui n'est pas des moindres, et c'est ce que je t'ai dit en intro d'épisode et qu'on va creuser, c'est le risque de requalification en donation si tu fais un versement programmé sur l'assurance vie de ton enfant. Parce que si tu verses par exemple 100 € par mois sur l'assurance vie de ton enfant, le fisc peut considérer que tu fais une donation. Donc en soi, c'est pas très grave. Alors une des solutions déjà, c'est que tu peux le déclarer tout simplement en donation. Donc je rappelle, tu as le droit à 100 000 € tous les 15 ans par enfant et par parent. Donc si tu mets 100 € par mois, ça fait 1 200 € par an. Donc tu restes large, mais tu consommes une partie, on va dire, de tes droits à donation. Donc la première solution, c'est tout simplement de le déclarer. Mais il y a quand même une zone grise sur ce sujet-là, parce qu'on parle quand même de généralement une faible somme par rapport aux revenus des parents. Donc dans la théorie, oui, on peut être requalifié en donation, mais dans la pratique, si les montants versés restent faibles et proportionnés par rapport aux revenus des parents, généralement, dans la pratique, le fisc, il ne va pas vous embêter avec ça. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de le faire et que vous serez tranquille. Je n'en sais rien, je ne suis pas fiscaliste et je ne suis pas le fisc. Donc c'est à vous de prendre la décision de ce que vous souhaitez faire ou non. Mais voilà, après échange avec des ingénieurs patrimoniaux, dont l'INSEA d'ailleurs, qui sponsorise cette vidéo, et on va en reparler après, m'a confirmé aussi exactement cette mention-là. Mais voilà, je préférais vous prévenir. Tu peux aussi, on va dire, contourner ce risque de requalification avec, par exemple, ce qu'on appelle le présent d'usage. Ce qu'on appelle le présent d'usage, c'est le fait de donner à ton enfant de manière exceptionnelle, donc
non régulière et pour un événement spécifique. Par exemple, Noël, son anniversaire ou une fête religieuse. Et aussi que ce soit proportionné à tes revenus ou à ton patrimoine. Donc par exemple, si tu vires, je sais pas moi, pour Noël ou son anniversaire, 1000 euros sur son compte bancaire à lui et qu'ensuite tu mets en place un virement programmé de son compte bancaire sur son assurance vie, je ne sais pas, je dis pas que le fisc le requalifiera pas, mais voilà, ça peut être une solution pour dire que tu as fait un présent d'usage pour Noël et ensuite sur son compte en banque, il y a le virement programmé qui est fait, qui pourrait être, qui pourrait ne pas être vu comme une donation. Encore une fois, prenez des pincettes avec ce que je dis, je ne suis pas fiscaliste et voilà, je ne sais pas du tout aussi comment peut réagir l'administration fiscale, mais a priori, dans la pratique, pour des montants, enfin, tant que ça reste proportionné à vos revenus, généralement, le fisc n'est pas embêtant, mais si vous voulez vraiment être tranquille, vous pouvez tout simplement déclarer cette donation de 100 euros par mois, pour l'exemple, hein, ça peut être bien sûr moins, ou tout simplement voilà, essayer de le faire passer en présent d'usage. Mais peut-être que tu demandes qu'est-ce que je fais moi à titre perso, parce que pour le coup, je t'ai déjà parlé, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que moi à titre perso, j'ai un compte titre à mon nom, sur lequel j'investis sur des ETF pour mes 2 enfants, mais j'ai aussi une assurance vie mineure. Alors j'ai une assurance vie mineure pour ma fille, et là aujourd'hui je vais ouvrir l'assurance vie mineure pour mon fils, mon deuxième enfant qui est né il n'y a pas longtemps, mais j'utilise les deux en fait de manière complémentaire. J'ai mon DCA automatique versement programmé sur mon compte titre et j'utilise l'assurance vie pour les présents d'usage. Donc pour quand il y a une somme qui vient du grand-père, de la grand-mère, d'un cadeau, et ben, plutôt que de le mettre sur le compte titre, je vais l'utiliser plutôt sur l'assurance vie. Comme ça, c'est un présent d'usage et je sais que ce ne sera pas requalifié en donation. Donc, je ne vais pas le découper et faire la stratégie que j'ai dit tout à l'heure. Je vais vraiment le faire en présent d'usage quand de l'argent frais tombe. Et du coup, pour cette assurance vie que j'ouvre pour mon fils aujourd'hui, j'ai choisi du coup Linksea Spirit 2, donc Linksea qui sponsorise cet épisode et je les en remercie grandement. Donc Linksea, je le rappelle, hein, c'est une assurance vie en ligne qui sont les leaders de l'épargne en ligne aujourd'hui. C'est voilà, selon moi, une des meilleures assurances vie en gestion libre aujourd'hui qui existe, notamment par ses frais ultra faibles et aussi par sa profondeur en unité de compte qui est énorme. On peut même avoir des CPI sans frais d'entrée, on a des CPI qui reversent 100% des loyers, on a des FCPR, des fonds datés, des très bons fonds euros, on a des ETF, bref, on a vraiment une palette de choix d'actifs énorme et des frais au plus faibles. Raison pour laquelle je suis chez eux à titre perso et raison pour laquelle je vais ouvrir aujourd'hui en live l'assurance vie mineur pour mon enfant et je ne l'avais pas ouvert pour ma fille chez eux pour la simple et bonne raison qu'avant ils avaient que la version papier. J'avais commencé à la faire et ça avait été un enfer. Du coup je l'avais ouvert sur une autre assurance vie pour ma fille, mais aujourd'hui Linksea a ouvert la version digitale du coup pour ouvrir l'assurance vie mineure et c'est la raison pour laquelle j'attendais en fait qu'il le fasse pour l'ouvrir pour mon fils et du coup je vais le faire en live devant vous pour vous montrer la démarche. Comme ça si vous souhaitez le faire vous aussi et que vous avez des doutes sur la procédure d'inscription, vous pouvez tout simplement suivre ce que je vais faire tout de suite. Je suis sur le site de Linksea, vous allez souscrire en ligne et vous le voyez en ce moment et donc il y a 150 € offerts pour un contrat d'assurance vie Linksea Spirit 2 pour l'enfant mineur qui est celui que je vais ouvrir pour mon enfant et vous aurez d'ailleurs le lien en description pour profiter de cette offre. Donc je vais donc souscrire en ligne tout simplement, je précise assurance vie PER et je précisais que c'est pour mon enfant mineur. Donc du coup je peux en mettre 3, donc je vais mettre financer les études, aider son entrée dans la vie active et placer efficacement ses économies pour le moment. Alors qu'est-ce que je vais commencer à faire? Donc je vais commencer par placer 500 € parce que c'est le minimum à mettre, donc je vais commencer par ça pour l'ouverture de ce compte. Ensuite, qu'est-ce que je vais verser par mois? Donc comme je vous ai dit, moi pour le coup je ne fais pas de versement mensuel sur une assurance vie, je le fais sur mon compte titre, mais j'utilise vraiment l'assurance vie pour les présents d'usage, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas dire que je fais de versement mensuel, même si bien sûr, encore une fois, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc dans combien de temps je prévois de récupérer cet argent? Donc c'est plus de 15 ans, parce que mon enfant il a 1 an et demi. L'horizon de temps, donc non, j'ai d'autres économies rapidement. Il m'a proposé Spirit 2, parce qu'on peut faire de l'action, de l'immobilier, du private equity. Avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des frais de gestion plus faibles, 0,5%. On n'a pas de frais de dossier, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de versement. On peut faire un versement programme à partir de 100 € et on peut ouvrir l'assurance vie à partir de 500 €, ce qui me va très bien. Donc là, pour le coup, il me demandait juste avant si j'étais client ou pas. Vu que je suis déjà client, moi, à titre perso chez eux, je me suis juste connecté à mon espace client. Et donc là, on va faire le parcours client. Alors c'est marrant parce que du coup, c'est ce que je fais moi aussi quand je suis ici. Enfin, j'ai tout ce parcours client à faire pour mes clients. Et là, du coup, je suis de l'autre côté, donc le fameux DER, le document d'entrée en relation. Je vous ai passé la partie du coup réglementaire où j'ai signé le DER, voilà, l'aide de mission et compagnie. Voilà, je vous invite bien évidemment à consulter attentivement ces documents-là. Voilà, je trouvais pas que c'était pas forcément pertinent de vous les partager. Donc
voilà, maintenant ils vont me demander tout ce qui concerne ma situation, patrimoniale, expérience financière, souscription. Donc ça pareil, je vais garder uniquement les passages que je trouve pertinents de vous raconter. Si c'est trop personnel ou que c'est pas très intéressant, je passerai, enfin ce sera coupé au montage. Bon voilà, là je viens de passer, toute la partie situation personnelle où on me posait des questions du coup sur ma conjointe, sur mon fils, il y avait toutes les infos, bah, du coup personnelles liées à eux et puis s'ils étaient des personnels, politiquement exposés, tout ça. Bon, j'ai évidemment pas partagé ça parce que c'est des infos confidentielles que j'ai pas envie de partager sur YouTube. Ensuite, j'ai partagé, il y avait toute la partie de mon patrimoine. Pareil, pas forcément envie de le partager sur YouTube, donc j'ai passé vite. Par contre, on arrive à la partie expérience financière qui je trouve peut être intéressante de la faire ensemble. Ça permet aussi de démonter quelques préjugés, comme la première question où je vois sur l'assurance vie, le capital placé est bloqué pendant 8 ans. Alors, ça, j'en parle souvent, mais c'est évidemment faux parce qu'on pense que, vu que la fiscalité est avantageuse au bout de 8 ans, il y a beaucoup qui se disent non, mais l'assurance vie, on ne peut pas y toucher pendant 8 ans. C'est complètement faux. On peut le ressortir quand on veut. Et depuis la loi Pacte, on a même une fiscalité beaucoup plus douce avant les 8 ans. Avant, on se faisait allumer d'impôts. Maintenant, même si tu le retires avant les 4 premières années, tu payeras grosso modo la flat tax. Donc ça reste très correct, bien sûr que sur les intérêts, hein, et les gains. Donc non, l'assurance vie n'est pas bloquée 8 ans. Ensuite, une fois à la retraite, l'épargne du PER est accessible sous forme de capital. Alors ça, très bonne question aussi. Et en fait, on a le choix quand on a un PER. On peut sortir soit en capital, soit en rente. C'est vraiment à décider. On le décide au début, mais on peut bien sûr le modifier par la suite. Et le fait de sortir en capital, ça veut dire qu'on retire un petit peu la partie qu'on veut quand on veut. Et quand on sort en rente, bah, on aura une rente mensuelle, mais du coup avec des frais. Donc ça peut être un peu plus lourd, bah, du coup en termes de frais. On est un peu moins, voilà, un peu moins maître de ce qui se passe. Moi, à titre perso, je préfère sortir. Enfin, si j'avais un PER, et j'en ai pas, je préfère la sortie en capital parce que bah, y a moins de frais et je trouve que on est un peu plus libre de sortir comme on veut. Donc c'est bien sûr vrai. Ensuite, un OPCVM est un fonds à capital garanti. Alors un OPCVM, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de placement collectif à valeur mobilière. Donc ça peut être un fonds d'investissement, mais aussi des ETF. Les ETF sont des OPCVM. Donc, dans les OPCVM, il y a des OPCVM actions, des OPCVM obligations monétaires, mais dans tous les cas, ce ne sont pas des fonds à capital garanti, encore moins quand c'est aussi vague que ça, parce que si c'est un OPCVM action, évidemment que c'est pas capital garanti, parce que bah, ça dépend des marchés boursiers, donc c'est faux. Ensuite, le montant des loyers versés par les CPI est garanti. Ça, pareil, non, jamais de la vie, on ne peut jamais vous garantir les loyers versés par les CPI. Donc les dividendes, rendements, appelez-le comme vous voulez, peuvent varier déjà, hein, ça dépend vraiment voilà, de leur taux d'occupation, de leurs vacances locatives, de comment va les CPI du moment. Donc les dividendes peuvent varier, enfin les loyers peuvent varier, mais ils ne sont en aucun cas garantis. Donc voilà, là j'ai passé la partie, on va dire aversion au risque parce que encore une fois c'est personnel et ça n'avait pas trop d'intérêt de vous la partager. Donc voilà, là j'ai fini mon profil épargnant, donc ils m'ont dit que j'avais un profil de risque dynamique et ils me demandent de confirmer le mode de gestion, donc gestion libre où je choisis seul mes supports ou gestion pilotée où je délègue mes supports. Alors ils me suggèrent la gestion libre, alors c'est très sympa parce qu'ils doivent peut-être considérer que j'ai l'expérience. Mais voilà, en tout cas c'est cool. Après voilà, je peux bien sûr choisir la gestion pilotée, mais forcément ça rajoute des frais, les 0,20% par an. Par contre voilà, donc à vous de voir ce que vous préférez. Alors attention à vérifier, mais je sais que là, sur la gestion pilotée Linksea, je suis pas certain qu'ils mettent vraiment des ETF sur la partie action. Ils sont un peu orientés au PCV, enfin au fonds d'investissement. Donc après vous me connaissez, moi je suis plutôt pro hein, gestion libre. Donc forcément, je suggère et je recommande la gestion libre à la plupart de mes clients et même à vous qui me suivez pour justement avoir les frais les plus faibles possibles. Donc il me demande ensuite si je veux avoir une proposition d'allocation faite par Linksea. Alors pour rigoler, je vais mettre oui juste pour voir par curiosité, voir ce qu'ils me proposent. Donc je suis sur un profil dynamique. Et ben, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Ils me proposent bien un ETF MSCI World, donc je trouve ça super. Ensuite, ouais, bon, pas que. Voilà. Après, il y a du fonds d'investissement, Carmignac Émergent, Renaissance Europe. Voilà. Après, c'est que des fonds. Finalement, il n'y a qu'un ETF Monde et le reste, c'est des fonds avec beaucoup de lignes. Et un produit structuré. Bon, voilà, vous savez que moi, je ne suis pas très fan des produits structurés et encore moins des fonds d'investissement. Donc, je vais bien évidemment choisir moi-même mon allocation et je vais faire très simple, vu que, encore une fois, là, je mets que 500 € pour l'ouverture, que mon fils a 1 an et demi, donc on a un horizon temps suffisamment long terme. Je vais prendre un ETF Monde. Je vais quand même rapidement regarder hein, avec le code ISIN quel ETF c'est pour être sûr hein, voilà, que c'est un ETF que j'aime bien. Et non, vous voyez qu'il est distribuant. Moi, je privilégie la capitalisation. Donc, même s'il est bien capitalisé et qu'il n'a pas trop de frais, il a 0,30. Je vais voir s'ils n'en ont pas un autre, enfin, du moins la même version en capitalisant. Alors, en soi, hein, on est dans une assurance vie. Donc, les dividendes, ils arriveront sur le fonds euro. Donc,
Voilà, il n'y a pas de frottement fiscal de recevoir les dividendes, mais voilà, je préfère quand même le capitalisant, ça évite voilà, de compliquer la chose. Donc on va voir un peu ce qu'ils ont d'autre en ETF Monde. On va filtrer ici par ETF et on va chercher l'ETF Monde capitalisant. On voit qu'il y en a un ici avec le C, donc capitalisant, mais je vois qu'il est en USD. Donc why not, hein, pourquoi pas, mais on est du tout, on a le risque de devise supplémentaire, enfin, du moins directement. Voilà, moi à titre perso, je vais plutôt prendre, je vais essayer d'en trouver un en euros, et sinon je prendrai un S&P 500. Et alors il y a celui-là qui est distribuant, pareil, je préférais que ce soit capitalisant. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas une stratégie voilà, ultra poussée sur l'assurance vie de mon fils parce que voilà, c'est pour les présents d'usage et je vais faire très simple, hein, je ne vais pas construire une stratégie aussi poussée que j'ai sur mon PEA ou mon compte titre, mais je vais chercher du coup, ben voilà, celui-là, il a l'air pas mal d'Amundi MSCI World à mon avis. Alors je vais prendre le code ISIN, à mon avis c'est celui-là que je recherche. Voir un petit peu, et je pense que c'est celui que je veux. Donc lui, il a 0,838%, donc c'est le fameux CW8, hein, c'est le, on va dire, le TF un peu mythique, historique d'Amundi sur la MSCI World, donc bien capitalisé, les dividendes capitalisants, 0,38% de frais, ce qui peut paraître élevé aujourd'hui avec les nouveaux qui sont arrivés, mais voilà, au moins c'est en euros, et il est bien fort. Donc pour l'instant, je pars sur celui-là, je pense. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre au cas où. Donc il y a aussi, je vois qu'il y a le Amundi S&P 500 qui est très bien aussi. Je vais regarder rapidement aussi, mais je crois que je le connais. Je crois qu'il est à 0,15 de frais. Je crois que c'est le PSP5. Ah non, c'est le 500. Ouais, il est à 0,15 de frais, donc forcément moins de frais parce que c'est le S&P 500. Bon voilà, les deux, moi, j'adore les deux, mais disons, allez, on va rester très large. Même s'il a plus de frais, je vais prendre le mythique MSCI World CW8. Il sera toujours temps de changer d'avis, hein, le jour où faire un arbitrage, hein, le jour où j'ai un peu plus de cash qui rentre avec un fameux présent d'usage. Donc on va faire simple, on va mettre 100% sur cette MSCI World pour lancer ça et on va continuer. Et du coup, il me dit que je suis agressif parce que j'ai mis, forcément, j'ai mis 100% en action. Il m'alerte, hein, sur le fait que voilà, je prends un risque plus important que ce que je suis censé supporter. Mais voilà, en réalité, je m'en fous. C'est que 500 €, c'est pour prendre date. Et voilà, je sais très bien ce que je fais. Je sais que j'ai un horizon de 15 ans et qu'avec un MSCI World, moi, à titre perso, je me sens serein avec ça. C'est bien sûr, évidemment, peut-être pas ton cas. Hein, ne copie pas bêtement ce que je fais, évidemment. Là, l'objectif, hein, te montrer comment ouvrir l'assurance vie pour ton enfant si tu souhaites bien sûr le faire. Donc voilà, là j'ai signé encore quelques papiers, j'ai signé les DIC et compagnie. Ensuite, il me demande mes coordonnées bancaires pour me faire le prélèvement des 500 €. Du coup, on arrive à la dernière page et du coup, intéressant parce qu'on arrive au fameux sujet de donation ou non. Donc, il me demande, du coup, dans le cadre des obligations réglementaires, nous devons vous demander d'où proviennent les 500 € relatifs à votre souscription. Et il me demande si c'est un cadeau occasionnel, donc en gros un présent d'usage, ce que j'expliquais tout à l'heure, ou une donation déclarée. Donc encore une fois, si vous voulez être tranquille et éviter les requalifs en donation, soit vous faites vos versements mensuels sans réfléchir et vous déclarez bien, si vous faites 100 € par mois, donc les 1 200 € par an, vous le déclarez bien sur votre feuille d'impôt que vous avez fait, vous déclarez une donation, soit vous faites comme moi en présent d'usage, donc avec vraiment des cadeaux ponctuels pour un anniversaire, pour Noël, et vous précisez un cadeau occasionnel, donc là pour le coup il s'agit de 500 €, et par chance du coup c'est la rentrée, j'en profitais pour mettre ça comme événement. Vous voyez, il me propose un anniversaire, fête religieuse, rentrée, donc voilà, encore une fois je précise, le présent d'usage, il faut que ce soit un événement exceptionnel et que ce soit pas un versement programmé. Donc là moi pour le coup ça tombait au moment de la rentrée, donc c'est le cadeau que je lui fais pour la rentrée. Et ensuite il me dit donc de prendre connaissance de la clause bénéficiaire. Donc du coup là c'est la clause standard, ce qui est obligatoire pour les enfants, donc ça veut dire que ce seront les héritiers légaux du coup de mes enfants qui toucheront le capital en cas de décès. Donc si mon fils est amené à décéder, du coup ce sera là, vu qu'il est mineur, ce sera aux parents que ça reviendra. Donc voilà, ça y est, j'ai envoyé tous les papiers. Alors ils ont demandé beaucoup de papiers. C'était assez compliqué à mettre en œuvre, donc ils demandent livret de famille, ils demandent pièce d'identité du petit, des deux parents, les juifs de domicile, même facture de téléphone. Bref, c'était assez long à tout récupérer. Mais c'est bon, du coup, je suis en attente d'avoir la confirmation des pièces. Et c'est terminé pour cet épisode qui était du coup un peu plus long parce que il y a toute la souscription que j'ai voulu faire en live, en direct avec vous. Donc c'est toujours bizarre mais cool de montrer comment je fais en live, hein, un investissement. Là pour le coup, hein, j'ai ouvert une assurance vie pour mon fils, comme je vous expliquais. Je vous expliquais les raisons pour lesquelles j'ai choisi de compléter avec une assurance vie mineure, en plus de ce que je fais déjà sur le compte titre. Je rappelle que cet épisode est sponsorisé par Lynxea, et pour la sortie du coup de l'assurance vie mineure, donc du coup en version digitale, ils font une offre jusqu'au 10 octobre avec 150 € offerts si vous passez par mon lien donc dans la description et sous certaines conditions. Il faut un montant minimum de souscription de 3 000 €, il faut au moins 50% en unités de compte, et il faut mettre en place des versements libres programmés pendant au moins 3 mois.
Il faut que ce soit moins mis en place les 3 premiers mois. Après, à vous de voir si vous voulez les continuer. Donc voilà, c'est les conditions si vous souhaitez profiter de cette offre de lancement de 150 € offert. Le lien est dans la description si vous souhaitez du coup profiter de cette offre de parrainage. J'espère en tout cas que la vidéo, l'épisode vous a plu. J'ai essayé d'être le plus transparent possible sur les raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix, sur comment j'ai fait pour ouvrir cette assurance vie mineure en live avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.